à l'heure. Bienvenue. Les matins d'Aïssa sur Espace. Une nouvelle matinée avec de nouveaux invités et nous en parlions hier. Nous accueillons Soussaba Cissé, elle est cinéaste et fille du feu Souleymane Cissé, l'un des plus grands réalisateurs d'Afrique subsaharienne, qui a été le premier à recevoir un prix au Festival de Cannes. Cette héritière du film engagé qui met en lumière les problématiques sociétales et politiques de l'Afrique et du Mali en particulier, vient nous présenter sa dernière production. C'est un film documentaire intitulé Idjanto, qui nous plonge dans l'histoire de son pays, sur plus précisément la crise que traverse le pays depuis 2012 à travers la voix du peuple. Ils sont des citoyens lambda, des acteurs de la société civile. Ils ont subi, ils ont vu ces moments tristes, ces massacres. Ils ont subi les conséquences de cette crise dont le pays a encore du mal à sortir. C'est un cri, une ode à la paix et à la réconciliation, ce documentaire dont nous parlons tout de suite avec la réalisatrice Soussaba Cissé, de passage à Paris. Merci d'avoir répondu à notre invitation à Soussaba Cissé. On est très heureux de vous accueillir et de faire votre connaissance du coup. Bonjour. Bonjour, je suis très heureuse aussi d'être parmi vous et de savoir que je suis écoutée dans d'autres endroits qui n'est pas que le Mali. Merci à vous. Alors, c'est un honneur de vous accueillir. Vous êtes de passage à Paris dans le cadre de votre venue au Festival de Cannes pour rendre hommage déjà à votre défunt père, cette figure emblématique que je disais tout à l'heure du cinéma d'Afrique subsaharienne, mais aussi pour présenter Idjanto. Alors, quel accueil vous a été réservé? Comment ça s'est passé? Dites-nous un petit peu ce que vous avez fait du côté de Cannes. Du Cannes, à Cannes plutôt, je vais dire, on a eu un hommage qui a été rendu à notre père, Souleymane Cissé, le 14 mai dernier. C'est un hommage très émouvant et le village Cannes avait tenu à organiser ça parce qu'ils se sont rendus compte que le festival en elle-même n'avait pas rendu d'hommage à notre père. Ouais. Et que pour eux, c'est un des pionniers, qu'on ne pouvait pas faire Cannes sans lui rendre hommage, surtout qu'il est parti cette année. Donc il y a eu d'autres réalisateurs qui sont partis cette année, mais Cannes a rendu hommage à ces personnes. Et là, le village Cannes s'est dit, ben voilà, avec un autre réalisateur, d'ailleurs nigérien, Rapprochez-vous un peu du réalisateur nigérien, ouais. Chiqué, Ouais. qui est le représentant du festival de la Silicon Valley. D'accord. Et qui s'est associé avec le village Cannes pour rendre hommage à notre père. Et ça a été une très grande fierté parce que sans ça, ça aurait passé inaperçu. Et donc, et c'est dommage, mais on était quand même beaucoup réunis là-bas entre réalisateurs africains, en tout cas, qui avaient les mêmes peines que nous et qui se sont exprimés. Donc, on a une journée dédiée à lui et c'était génial. Et plus personnellement, en ce qui vous concerne, un papa qui a un peu forgé votre mental, qui vous a également transmis cette envie de raconter les réalités de nos peuples à travers l'écran, le documentaire, le 7e art. Vous avez grandi un petit peu dans ce bain où vous suiviez votre papa sur les tournages. Racontez-nous un petit peu dans quel contexte vous avez grandi et comment ce père emblématique vous a transmis l'amour du 7e art. Ben, pour ma part, on est 3 dans la famille, en tout cas dans les 9 enfants, à faire on va dire, à être dans l'industrie du cinéma. D'accord. Et j'ai une grande sœur, un grand frère et moi. Donc, et je vais dire que ça n'a pas été facile pour nous parce que c'est quelqu'un qui a, en tout cas, ceux qui sont tout proches de lui, il a un peu de mal à encadrer, en tout cas dans le domaine. Moi, par exemple, je parle personnellement pour moi, quand il y aura le temps de parler pour mes frères, ça va se faire. Et moi, ça a été quelqu'un qui m'a toujours laissé me débrouiller. Parce qu'il disait que lui, il a appris sur le tas, on lui a pas fait de cadeau. Donc, dans sa vision à lui, il se disait qu'en ce moment-là, s'il me faisait un cadeau, c'était me tenir la main tout le temps pour essayer de me montrer des choses. Donc, il m'a toujours me laissé me débrouiller un peu toute seule. Un peu forgé à la dure. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que de son vivant, des fois, je l'embêtais en disant « Ouais, j'ai pas été beaucoup aidé, tu pouvais faire plus. » Et aujourd'hui qu'il est pas là, maintenant, je me rends compte que oui, ce cadeau qu'il m'a fait, je le remercie parce que
il est pas là aujourd'hui, je continue et j'ai pas besoin vraiment de lui à 100% pour me dire, voilà, tiens la main. C'est vrai que les petits conseils, ça me manque, mais je sais que maintenant je peux marcher droite, en tout cas, sur les mêmes traces que lui. Alors, Souleymane, c'est votre papa, donc cette grande figure du cinéma africain, Souleymane Cissé, premier réalisateur d'Afrique subsaharienne, on le disait, à recevoir un prix au Festival de Cannes, ce qui n'est pas rien, puisque Cannes, c'est quand même la référence au niveau du cinéma francophone, on va dire. En 87, donc, il se faisait distinguer avec ce magistral Yilène. Il y a aussi été récompensé du Carrosse d'or en 2023. C'est bien cela. Un papa a disparu dernièrement, c'était le 19 février. Alors, est-ce qu'il a été célébré au Mali? Je sais que via les réseaux sociaux, on a beaucoup vu sa photo, des témoignages et des hommages qui lui ont été rendus sur Internet. Ben, le Mali, comment je vais dire, ça a été un choc. Je sais que nous, les enfants, personnellement, la famille très proche a eu un choc, mais le Mali en tiers, oui, parce que le matin, papa, il donnait une conférence de presse où il était encore en train de plaider les causes du cinéma, en tout cas pour la nouvelle génération. Il demandait encore à l'État de faire en sorte que cette industrie existe au Mali parce qu'on est l'un des premiers à avoir véhiculé le nom du cinéma africain à l'extérieur. Donc, Ouais. il disait encore, c'est comme le dernier message qu'il voulait. Toute sa vie, il s'est battu pour ce métier-là. Et encore le dernier truc qu'il a demandé, et qui a été fait en plus publiquement, parce qu'il devait être président de jury au FESPACO. Il devait aller le lendemain juste. Et donc, il a redemandé en demandant à l'État de nous aider, qu'on ne va pas y arriver tout seul et qu'on a besoin d'investisseurs de chez nous pour faire des films de chez nous. C'est important. Et que d'arrêter d'aller ailleurs. Donc, le fait qu'il ait fait ça le matin, et que ce sont les personnes habituées qui ont l'habitude de faire ces interviews qui étaient à côté de lui, la famille, et qu'il a été écouté par beaucoup de monde, qui se sont dit encore, il a 84 ans, il a encore la pêche, il est en train de demander. Et l'après-midi, on entend qu'il est parti. Enfin, ça a été un choc pour tout le monde. Et quand je suis passée pour l'enterrement, j'ai eu tellement de témoignages de ces moments. On dirait que papa, il a eu des petits moments consacrés à plein de gens de passage. Et que ces personnes-là sont tous revenus vers nous pour nous dire que voilà, il m'avait dit ça, il m'avait promis ça, il m'avait fait ci. Et quand les gens parlent de lui, on a l'impression qu'il était meilleur ami à ces gens plus que toi. Et papa, il avait ce don d'être tellement proche aux gens que tu avais l'impression qu'il était qu'à toi. Et des fois, quand tu entends les autres parler, tu es en train de dire, mais c'est mon père qui sont en train de parler. Mais ils sont toujours en train de te dire, bah non, c'est le nôtre aussi. Donc, ce côté-là, c'est une fierté aussi parce qu'il a toujours été comme ça. Et après sa mort encore, c'est le cas. Donc, je sais que le Mali, ils vont continuer à le célébrer. Même là, je sais qu'il y a une commission qui s'est réunie pour lui rendre hommage, un deuil national, Ouais. qui va être fait entre le 13 et le 14 juin. Alors, c'était le cas également à travers ces films. On parlera tout à l'heure de votre documentaire, mais c'est l'hommage également de parler de cette grande figure qui vous a transmis justement ce côté engagé, être une femme africaine venue du Mali, raconter un cinéma engagé, un peu comme votre père qui racontait à travers ses œuvres nos cultures, nos tabous, le quotidien de nos sociétés, la place des femmes dans ces sociétés traditionnalistes et religieuses. Est-ce que être une femme, ça, en fait, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient selon vous? Sincèrement, en Afrique, c'est un avantage. Parce En que, Afrique? ouais, je parle pas d'autres, parce qu'après, je peux pas parler d'autres choses si je connais pas ce milieu-là, vraiment. Parce que de toute façon, en France, ici, en tout cas, le milieu, c'est une réalisatrice, j'ai pas encore intégré, donc je sais pas du tout exactement. J'entends des échos, mais je parle pour ma part en Afrique. D'accord. Parce que en tant que réalisatrice africaine, en tout cas, les hommes ne nous mettent pas de côté. Ouais. Tu sais faire quelque chose, on te laisse. Ouais. Et ça, c'est quand même énorme parce que je sais que déjà, c'est un métier qui est assez dur. Donc, ils se disent, voilà, les personnes qui arrivent quand même à exceller dedans, il faut les laisser travailler. Et surtout, mon père avait une façon d'encourager nous, les femmes, à faire ce métier parce qu'il disait que c'est vous qui donnez la vie. Vous avez une sensibilité que
personne ne peut l'avoir parce que Dieu vous a donné ça, on vous a créé avec ça. Et cette sensibilité, si vous arrivez à maîtriser la caméra et l'outil, en tout cas de transmettre des messages à travers les images, à travers les réalisations, vous serez les meilleurs. Donc, Il y a une certaine humanité, en ouais, fait, qu'en tant que il a femme. toujours été, ça a toujours été un féministe d'avant-gardiste depuis bien avant. Absolument. Et donc, du coup, c'était quelque chose qui me disait à chaque fois, faut pas te freiner à cause de ça. Ne dis pas parce que tu es une femme et que tu dois t'arrêter. Au contraire, tu as plus à donner. Et ça, il faut que tu en prends conscience parce que c'est comme ça, simplement, que tu vas vraiment véhiculer ce que tu as à l'intérieur de toi. Parce que il y a des choses qui vont toucher certaines personnes. Mais vous, les femmes, vous avez une sensibilité, vous êtes à fleur de peau. Et cette fleur de peau, c'est ce qu'on a besoin. C'est ça que l'humanité a besoin. Donc, donnez-nous sensibilité émotionnelle. Exactement. Qui se retranscrit à travers la caméra et d'ailleurs à travers votre documentaire. On va y revenir dans un instant. Et il était donc votre papa l'un des précurseurs justement de la défense des causes des femmes à travers notamment Den Mousso qui lui a valu la censure mais aussi la prison. Il y dépeignait les maux de la société. D'autres films comme Bara en 78 où il parlait du travail et notamment du cas des ouvriers. Finier en 82 sur la révolte des étudiants face au pouvoir militaire. Et puis, bien sûr, ce film magistral, Hélène, qui a traversé les frontières, où il y interrogeait les traditions bambara à travers le parcours initiatique d'un enfant. Et il a parlé aussi d'apartheid, il a parlé de polygamie. Wati, ouais. Un artiste très, très engagé qui a laissé donc de belles graines, dont celles qu'il a semées à travers vous et vos frères et sœurs. Alors, la première projection de votre documentaire, Idjanto, que vous êtes venu défendre également. La première projection a eu lieu le 19 avril à Bamako. Alors, quel a été le retour du public? Comment ça s'est passé, cette rencontre et cette première projection au Mali? Excusez-moi, Sousa Bassissé. Non. Allez-y. En tout cas, la projection, déjà, parce que souvent les gens oublient, c'est mon 3e long métrage, ce film. Ouais. Donc, ça fait un bon bout moment que je suis dedans et j'ai toujours travaillé, on va dire, sans subvention, avec mes propres fonds. J'ai eu l'aide de papa sur mon premier long métrage, Ouais. pour m'aider à terminer. Voilà. Et pour les 2 autres, là, ça a toujours été pareil. C'est vraiment avec l'énergie des techniciens que je remercie encore parce que sans eux, je pense que ce film n'aurait pas existé. Parce qu'ils n'ont pas pris en compte de se dire, elle n'a pas d'argent, elle ne peut pas nous payer. Mais ils ont vraiment pris cette femme engagée qui veut quelque chose et que nous, on peut l'aider à atteindre cet objectif-là. On va aller avec elle. Donc, ils sont tellement nombreux à citer, je ne vais pas les citer, mais je les remercie déjà. D'accord. Et je sais que le film, il était, je peux dire, attendu parce que après mon premier long métrage que j'avais fait en 2012 sur la crise au Mali, Ouais. ça c'était une fiction, les gens se sont dit, elle a commencé quelque chose, elle a quelque chose et on attend derrière, qu'est-ce qu'elle va nous proposer. Donc, ça faisait un bon bout de temps, ils attendaient. Donc, j'avais fait un autre documentaire parce que j'avais pas eu de subvention sur une commande qu'on m'avait faite sur les femmes qui peignent en banco sur les maisons. C'est un festival qui s'appelle Bogoja. D'accord. J'ai fait un film sur ça pour le 2e long métrage. Et le 3e, donc c'était quelque chose qu'au début, parti encore d'une rage de ce qui se passait, de me dire, oh, je suis là, je regarde comme tout le monde, les TikTok, les machins, on est en train de raconter notre histoire encore par d'autres personnes. Il est vraiment temps d'aller à la rencontre des personnes, en tout cas ceux qui vivent ces exactions, et de leur demander qu'est-ce qui se passe et surtout nous d'être ce relais entre les victimes et l'autre population qui n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc, je sais que le film était attendu. Mais je pense que les gens avaient une certaine appréhension parce qu'à cette époque-là, en tout cas de 2019, personne n'a pu vraiment accéder à certaines zones pour faire des interviews, récolter, en tout cas amener une caméra. Ouais. Et nous, on a été une des premières à faire ça. Donc, ce documentaire, j'aime pas dire ça, mais je peux dire que c'est l'un des premiers quand même à parler de la situation, mais véritablement sans envoyer des gens qui ont été sur place, qui ont pris des images, qui ont envoyé. Nous, on a été sur place, on a risqué nos vies pour aller faire ce film parce que voilà. Et donc, du coup, je sais qu'il y avait cet aspect-là que les gens attendaient derrière parce qu'ils savaient qu'on était vraiment allé au fond et ils voulaient savoir ce qu'on a découvert pour révéler en tout cas, pour révéler cette situation. Et
en tout cas, l'attente a été à la hauteur parce que après la projection, on avait des difficultés parce qu'on a une seule salle de cinéma à Bamako qui est un peu défaillant d'ailleurs. Donc du coup, j'avais eu beaucoup de problèmes pour trouver des projecteurs pour pouvoir diffuser mon film. Et quand ça s'est fait, malheureusement encore, il y avait eu un petit décalage de son. Et moi, dans ma tête, j'étais là derrière, ah non, 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 il faut qu'on enlève. En plus, c'est un hommage à papa. Il faut qu'on arrête le film. Et mes frères étaient là en train de dire, non, pas du tout. Les gens sont concentrés, tu laisses faire. Et à la fin du film, c'est quand même 90 minutes. Tout le monde est resté, personne n'a bougé. Et ça, après ça, moi, je m'étais dit, ouais, c'est bon, j'ai perdu les gens. Mais en fait, non. Ils étaient là, l'émotion, et tout le monde disait, c'est exactement ça. Ceux qui ont vécu les choses au nord, ceux qui étaient à Ségou, à Mopti, tout le monde me dit, c'est exactement ça. Et ça, je me dis, voilà, c'est la meilleure des choses que je pouvais entendre. Et je me suis dit, bah, les 6 ans de travail, bah, voilà. Parce qu'en fait, vous marchiez aussi un peu sur des œufs, hein, puisque au-delà de ça, c'était, je suppose, une peur de réouvrir les cicatrices du passé, vu qu'il y a eu ces querelles intercommunautaires. C'est un peu délicat de sortir un film qui raconte justement ces crises sans prendre parti pour une ou l'autre des communautés. Bah justement, moi, ma première motivation d'aller faire le film, parce que pour moi, l'intercommunautaire, j'y croyais pas. Et pour Ouais. moi, c'était quelque chose de fake. Mais je pouvais Aller pas vérifier. dire, voilà, comme ça. Et le fait d'aller à la rencontre et essayer de gratter vraiment ce qu'il y a au fond, je me suis rendu compte que c'est au-delà de ça. C'est pas des problèmes interethniques parce que les Maliens, franchement, on a tous Ouais. un papa qui est Peul, soniqué, machin, on est tous métissés, mais de A à Z. Donc, si vraiment tu dis que tu veux faire des problèmes, des conflits interethniques, c'est que en réalité, tu veux t'éradiquer toi-même, tu veux t'effacer. Donc, Absolument. du coup, je me disais, c'est pas possible, c'est pas dans nos ADN. Donc, il y avait un truc, effectivement, il y avait ce truc d'amalgame qui était là, Ouais. qui essayait de chercher des vrais conflits qui étaient au fond, qu'on a réveillés. Et Ouais. en partant de ça, on a dit, tiens, hein, les Peuls et les Dogons, bah non, c'est quelques groupes qui ont fait quelque chose et qui se sont eux-mêmes stigmatisés en disant on est des Dogons ou on est ci. Et donc, du coup, au final, bah, les autres ont pris et voilà. Et les problèmes sont venus là. Mais le vrai fond, c'est les titres fonciers. Le vrai fond, c'était depuis les partages de terres qu'on a fait entre agriculteurs, bergers, que les colons avaient fait depuis l'époque. Et c'est ça qui est en train de continuer. Donc, c'est une haine qui est là depuis très longtemps, qui est en train de se perpétuer. Et c'est pour ça que mon père, il avait fait le film Oka. Ouais. Lui, c'était personnel parce que c'était sur notre famille. Ouais. Mais il avait dit qu'un jour, ça va arriver, que le plus grand conflit qui va arriver au Mali, ça sera pour les titres fonciers. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre, mais on est en train de passer ça sur autre chose. Parce Alors, que le vrai problème, c'est là. avoir mis le doigt sur cette réalité qui est quand même essentielle, qui explique en fait toutes ces années de troubles. Euh, Comment le public l'a ressenti? Est-ce que justement cette vérité, le public l'attendait? Je pense que le public est au courant de ce qui se passe. Mais en fait, comme je te disais, c'est comme on parle de... Les médias en jouent beaucoup. Et que, souvent, on parle de... On aime Surtout les entendre médias quelque d'ailleurs, chose. notamment. Voilà, on aime entendre quelque chose sans même souvent vérifier. En tout cas, c'est ce qui souvent se passe au Mali. On aime entendre quelque chose sans même vérifier. Tiens, on prend le micro, on se lance là-dessus. Donc, quelqu'un d'autre qui est malveillant, peut-être la personne qui est en train de le faire, lui, il est en quête de rechercher la vérité. Mais derrière, il y a des gens malveillants qui écoutent, qui se sont dit, ah, l'autre a dit ça, bah, il prend et il le gonfle. Et donc, du coup, ça devient un gros mensonge qui est en train de circuler. Et je pense que le vrai problème de tous ces conflits-là, c'est tous les non-dits qui sont en train d'être dits et qui sont en train d'être vérifiés par d'autres en disant, oui, ça a été dit. Non, c'est pas vrai. Et c'est ça le vrai Et problème. je suppose qu'Internet n'y aide pas, hein, puisque souvent il y a des fake news ou des informations non vérifiées, où chacun se lève et veut, se prétend être journaliste et donne sa parole sans s'être rendu justement sur le terrain. Moi, je pense que c'est ça. Mais après, comme on dit, Internet aussi a été là pour nous sortir de certaines choses, parce qu'il y avait des trucs qui se passaient à certains endroits sans... C'est dit, on n'aurait jamais su que ces choses se passent. Ouais. Mais vraiment, le pour et le contre, c'est vrai, je ne sais pas comment il faut trouver un encadrement autour de ça, mais c'est quand même, c'est un bien et un mal en même temps, quoi. Donc, c'est vraiment le couteau et l'enclume en même temps, quoi.
Alors, à travers ce film, vous avez souhaité surtout rendre hommage aux victimes de ces violences, mais aussi ouvrir un débat sur la nécessité d'un avenir commun. C'est pas seulement un film pour montrer la douleur, la tristesse, c'est un appel à l'action collective pour éviter que, vous dites, notre pays ne sombre dans l'oubli. Nous avons la possibilité de reconstruire, mais cela commence par une prise de conscience. L'objectif final, en fait, c'est de rassembler ces peuples toujours traumatisés par ces années de crise. Bah, Youssouba. comme on dit, l'objectif, bah oui, c'est qu'on dialogue. Parce que le fait de chacun reste dans son camp, ce qui arrive, ça arrive aux gens du centre. Ce qui vivent à Ségou Mopti, c'est leur problème. Ce qui arrive à Tombouctou, c'est le nord, c'est leur problème. Et c'est ça, en fait. Et Bamako, ce qui arrive à Bamako, c'est leur problème. Bah non, en fait, on est tous dans le Mali. Quand il y a un problème à Ségou, il y a un problème à l'autre côté. Quand il y a un problème à Mopti, il y a un problème à Il y Tombouctou. a toujours Donc, une résonance. voilà, et cette résonance, moi, le film, je l'avais fait justement pour qu'il y ait cet écho-là. En 2012, celui que j'avais fait, c'était sur le Nord, par rapport à ce qui se Ouais. passait. Ouais. Là, je suis reparti, Mopti et Ségou, Badjangara. C'est une façon de dire, c'est un truc qui est en train de rôder, il continue, il est en train de circuler dans tout le Mali. Donc, à un moment donné, il y a une plaie, et cette plaie, il faut la refermer. Et pour la refermer, il faut qu'on arrive à dialoguer. Il faut que les autres à Caille sachent que ce qu'ils sont en train de vivre, Ouais. ça peut être similaire à ce que eux ils vivent à Caille. Ou ce que si c'est pas encore arrivé à Caille, c'est peut-être possible. Donc c'est comme un genre d'avant-gardiste pour dire attention. Vraiment, on est dans une situation assez délicate où on est obligé de regarder derrière nous. On est Ouais. obligé. Et là, je pense qu'on est en train d'avancer en se disant, il y en a qui se disent dans la tête, oh c'est foutu, on avance, c'est pas grave. Comme d'autres ont bien conscience de ce qui se passe, mais ils n'ont pas les outils. Et le fait qu'il y ait des témoignages comme ça, ils peuvent se baser sur des... Parce que c'est pas des choses qui ont été... C'est des gens qui parlent parce qu'ils ont vécu ça. Et c'est un truc qui a été étudié pendant 6 ans, presque. J'ai travaillé dessus pendant 6 ans. Et regarde le pour et le contre pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il faut pas. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en avant justement pour que tous les Maliens se reconnaissent et se dire, j'ai mon mot à dire, j'ai quelque chose à faire, qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, moi j'ai amené le travail, j'ai Ouais. mâché le travail. Ouais. Bah, le reste, c'est à la population de faire le reste. Et une manière aussi de transmettre ce message aux jeunes générations et de dire regardons nos erreurs et plus jamais ça. Exactement. Exactement, parce que bah, c'est notre avenir. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour la génération d'après. Même ceux qui sont jeunes aujourd'hui, qui n'ont pas conscience, ils sont en train de faire des choses parce qu'ils jouent leur part aujourd'hui. Mais demain, ils doivent laisser des choses à d'autres personnes. Et donc, si tu as conscience de ça, tu peux pas faire comme si tu t'en fous du pays. Parce qu'en fait, le truc, c'est que cette conscience de citoyenneté, elle est dans la bouche, mais elle n'est pas dans le cœur. Mais on voit quand même une jeunesse africaine, grâce notamment aux réseaux sociaux, qui commence à comprendre les différents enjeux, à comprendre certaines réalités. C'était pas le cas les générations précédentes, par exemple. Non, c'est pas le cas au Mali. Si, c'est le cas, mais je veux dire, il y a comprendre et comprendre. Il y a compréhension et connaissance. Ouais. On est en train de se jeter sur des choses parce qu'il y a un mouvement, ça nous prend les tripes, on est fougueux, on veut voilà, que les choses changent. On est à fond. Mais les vrais trucs, on ne connaît pas. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, qui donne une autre version, ces mêmes jeunes-là basculent. Ouais. Et c'est ça le problème. Et si on est vraiment citoyen, c'est du début à la fin. On maintient. Et quoi qu'il arrive, on est derrière notre pays. Ça s'arrête là. Et pas tout ce qui est dit à côté, qui fait qu'aujourd'hui, ça tire un peu. Alors, il y a un autre géant auquel vous avez voulu rendre hommage à travers ce film, Adama Namakoro Fomba, qui est décédé également, ironie du sort, le 11 janvier, quelques semaines avant votre illustre papa. Un artiste qui a conquis le cœur des Maliens, notamment en 95. Les Maliens découvraient Kolondjoukou Yiri et d'autres œuvres, donc 4 au total, qui malheureusement n'ont pas eu le retentissement qu'elle méritait. Un artiste authentique, engagé, qui faisait pas mal de critiques sociales. Il parlait de la pauvreté, des injustices sociales, des luttes de pouvoir, et qui est resté un peu tout au long de sa vie dans une certaine précarité. Un artiste qui, malgré tout, a toujours fait preuve de résilience, de dignité et de constance. Un artiste avait une voix particulière, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez envie de dire et pourquoi c'était important également de le mettre en lumière et de lui rendre hommage à travers votre documentaire? Merci d'avoir posé cette question parce que souvent, on parle beaucoup plus de mon père et qu'il y a quand même une histoire très particulière avec tonton aussi, Adama Namakolo Fomba.
paix à leur âme, à tous les deux, et à tonton Amadou aussi, Bagayogo. Ça a été aussi Ouais, un vrai tonton à moi aussi qui m'a beaucoup Amadou et Mariam. accompagné aussi artistiquement. Et même, il était venu aussi au décès de papa. 40 jours après, lui aussi, il partait. Donc, c'est assez délicat. Et je reviens sur tonton Adama Namakolo Fomba. J'ai toujours écouté ses musiques, lui et tonton Salif, pour écrire. Moi, ils m'ont toujours inspiré. Salif Quand Keita. voilà. Donc, et j'ai toujours rêvé de me dire, un jour, il faut que je collabore avec tonton Salif ou tonton Adama Namakolo Fomba. Et, euh, et bon, tonton Coco, j'ai toujours rêvé, mais jusqu'à aujourd'hui, je le remercie aussi, parce que c'est lui qui m'accompagne. C'est lui qui a encore refait la bande originale du dernier film. Il avait fait celui du premier aussi. Donc, et donc lui, pour une fois, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je vais aller le voir. J'ai pas eu de fond. Et moi, ça m'embêtait, parce que j'étais au courant un peu de sa précarité, de certaines choses qui se passaient autour de lui. Mais je me disais, ce film, il peut pas être fait sans la musique de tonton. Et surtout, qu'il est Ghana, ça voulait tout dire, ça résumait tout, quoi. J'ai dit non, je peux pas faire ça. Je vais aller au culot. J'ai rien à lui offrir là, mais après que la sortie du film, on va faire les choses et voilà. Donc je suis allé au culot, j'ai demandé. Au début, il a dit que voilà, les droits c'était un peu compliqué, tout ça par rapport à. Je lui ai expliqué que voilà, la démarche que j'avais et je voulais qu'il voit d'abord le film parce que ça peut aussi aider. Et quand il a vu le film, il m'a dit bah non, je peux pas ne pas participer à ce film. Il est tellement citoyen, ça me ressemble et ça me fait plaisir que des jeunes comme ça, vous faites des choses comme ça, et voilà. Et donc, il m'avait donné de droit, on avait utilisé le film, et moi, j'avais dit, bon, voilà, à la projection, et j'en ai parlé à papa, j'ai dit, je vais pas te dire une quête, mais on voulait trouver une solution, en tout cas, de faire en sorte que je retrouvais des fonds pour pouvoir lui donner les droits. Et donc, on avait parlé à papa, il me disait même que, moi, j'avais l'habitude d'habiller papa dans ses costumes. Il me dit, oui, tu me fais pareil, comme ça, on sera des jumeaux à la projection. Et avec papa, j'en ai discuté de ça. Quelques jours après, papa, il me fait signe. Il m'a dit, ah, t'as entendu la nouvelle? Je fais, oui, oui, j'ai entendu. Tonton, il est parti. Il me dit, personne là. Il m'a dit, maintenant, ton film, on va lui rendre hommage avec le film maintenant. Je dis, bah oui, maintenant, il n'y a pas le choix. Sans savoir que mon père aussi allait rentrer dans l'hommage. Donc, C'était important pour lui. ah oui. Oui, oui, parce que, enfin, il se disait, il a été valorisé souvent par d'autres personnes des États-Unis qui ont pris. Mais là, c'était un film malien qui parle des Maliens et que c'est une jeune Malienne qui vient vers lui pour lui demander. Il était très, très content. Et moi aussi, parce que c'était un de mes idoles. Donc, j'étais là en train de dire waouh, comment ça va être bien. Le film, il avait beaucoup de problèmes. Mais à chaque fois, j'avais des petites mains comme ça qui me tendaient et que je me disais, ah, il y a toujours de l'espoir, ça va le faire. Et quand l'hommage, quand on avait commencé à préparer le film, j'étais en train de le terminer, j'ai eu mon père 2 jours avant son décès à lui, à mon père aussi, en lui disant, ça y est, le film est terminé, je suis prête à le sortir, je vais faire la bande-annonce. C'est incroyable. Et il m'a dit, oui, je sais que j'ai pas beaucoup participé dans ton film, mais tout ce qui est communication, distribution, je m'en occupe. Donc, t'as fait ton taf, le reste, c'est le mien. J'ai dit, ok, pas de souci. Et 2 jours après, et moi je l'ai taquiné en disant, ouais, mon anniversaire, c'est le 20. Parce que mon père est parti le 19 février. Il me dit, oui, le 20, je serai pas là, je serai au Burkina. Mais tu sais ce que tu vas faire, vous allez ouvrir la fenêtre. Au moment que vous soufflez les bougies, je vais mettre un gâteau sur le drone. Vous avez juste à ouvrir la fenêtre, le gâteau il va venir. Et on le taquinait en disant, mais papa, t'as déjà vu quel drone qui vient de Bamako à Rennes? Il me dit, oui, ne vous inquiétez pas. Moi, je l'ai demandé aux militaires, ils m'ont fabriqué, il s'appelle Suleiman Sissé. Le jour de ton anniversaire, t'as juste à ouvrir la fenêtre, le gâteau va se rajouter au sien. Et quand papa il est décédé, la première réaction après les pleurs et le machin, C'est d'attendre ce gâteau. avant juste que j'aille à Bamako, la première chose, on a ouvert la fenêtre avec mon fils et on s'est arrêté, on dit ouais, c'est ça. Donc c'était le drone qui devait venir, c'était ça en fait. Et La vous veille de l'avez mon eu, le anniversaire. gâteau? Bah non. C'est le côté métaphore qu'il nous avait fait. En fait, c'est comme s'il nous avait prévenu de son Ouais. départ. Mais partir la veille de mon C'est anniversaire, incroyable. et je me disais, waouh, quel cadeau qu'il m'a fait, quoi. Et dans ma tête, je me dis, bon, après, j'ai pris l'avion pour venir à Bamako pour l'enterrement. Et c'est là, après, que quand j'étais assis, je me disais, papa aussi tenait tellement à cette avant-première. Tonton, il tenait tellement à cette avant-première. J'ai dit, je peux pas faire parce ils sont décédés que je dois m'arrêter là. Au J'ai dit, je vais contraire. respecter la date qu'on s'était dit. C'était le 4 avril et c'est tombé sur ces 40 jours. J'ai dit, non, je vais respecter. Bon, après, avec la famille, on avait dit, Le bon, 40 19. jours, c'était juste.
On a décalé d'une semaine, donc on est de quelques semaines. C'est tombé sur le 19 avril, les 2 C'est mois. fou quand même le hasard des dates, c'est Les incroyable. 19 mois de son décès, les 2 mois pile poil, bah, on a fait l'avant-première à Bamako. Du coup, je tenais à rendre hommage aux deux parce que dans la salle, même quand je parlais, je les visualisais devant avec leur boubou en uniforme, les deux assis l'un à côté de l'autre. Et tonton Amadou aussi qu'on a rajouté parce que quand il était venu au décès des 40 jours, je lui avais dit que j'allais rendre hommage à mon père à travers Adama Namakoro. Il m'a dit que c'était un très bon ami à lui, qu'il fallait le faire parce que c'est des gens, Amadou Bagayoko ouais, que qui c'est des gens qui formait. étaient partis, il fallait le faire et tout ça. Et donc du coup, bah, sans savoir que jusqu'à 40 jours aussi C'est après, incroyable. lui aussi allait suivre. Et donc du coup, tous les enfants, on était là avec les Sam Bagayogo, avec Mohamed Namakoro Fomba, le fils aussi de Adama Namakoro Fomba aussi, qui est aussi musicien. Et moi, du coup, on s'est dit, bah, on est un peu la relève, en tout cas, de nos papas. Donc, on ne peut pas leur rendre plus hommage qu'à travers nous-mêmes et nos œuvres, quoi. Donc, voilà, on avait fait l'avant-première avec ça. Merci pour ces histoires dans l'histoire. Merci d'être venu nous présenter Ijanto, qui veut dire prends garde. J'espère que ce film va aller autour du monde, puisqu'il y a plein de festivals qui en sont friands de ce genre de documentaires. Et comme vous n'en êtes pas à votre premier, on lui souhaite longue vie à travers le monde. Merci beaucoup. Comment vous avez envie de conclure cet entretien sous Saba Cissé? Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer? Moi, ce que j'ai envie de dire, j'ai envie de remercier mes mamans. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de nos papas, en tout cas, qui sont partis, mais les veuves qui sont restées, pas beaucoup. Et je sais que je parle notamment de Tanti Mariam et de ma mère, Lalia Sakliba. Elle a même pas pu aller au décès de mon père. Elle a été malade bien avant. Et c'est quelqu'un qui a toujours soutenu. D'ailleurs, ce film, si j'ai eu le début de le faire, c'est elle qui a pris l'argent de sa tontine pour m'acheter un ordinateur Wow. pour que je commence le montage. Donc, je veux lui dire merci, maman, parce que tu as toujours été là. Papa n'est pas là aujourd'hui, mais tu as toujours été cette personne qui a été toujours derrière et qui m'a toujours soutenu, qui a toujours cru en moi. Et merci encore d'exister. Et que Dieu te donne longue vie et que paix à nos défunts et à ma première mère aussi, qui est Dani Dunamba Coulibaly aussi, qui est partie 3 ans avant mon père. Et bah voilà, c'est les personnes qui m'ont inspiré, qui continuent à m'inspirer. Donc voilà, je les rends hommage à tous les 4 ou 5. Merci en tout cas. Donc cet héritage qui va perdurer, en tout cas c'est ce qu'on souhaite à Soussaba Cissé, mais aussi à ses frères et sœurs. Merci beaucoup Ijanto. N'hésitez pas à aller sur internet pour en savoir un petit peu plus sur le film. Et puis soyez à l'affût des festivals, hein, notamment ceux parisiens. Merci beaucoup d'être venu. On vous souhaite un bon retour et puis à très bientôt sur l'antenne d'Espace TV Europe.